La vie semblait parfaitement ordinaire avec mon mari Romain. Notre routine du soir, son léger ronflement, notre amour partagé pour les jeux de société les dimanches après-midi. Mais tout a changé une nuit quand je l'ai surpris en train de prendre des appels tardifs avec une femme nommée Clara. Il m'a assuré, c'est juste une amie, mais mon instinct me disait le contraire. En creusant davantage, j'ai découvert des dettes, des parties de poker, un redoutable russe nommé Voronov, et un réseau tromperie. Des tables de poker à enjeux élevés, à la face cachée du monde du jeu, rejoignez-moi dans ce voyage en montagne russe de trahison, de vengeance, et des limites que l'on est prêt à franchir pour sauver ce qui nous est cher. Chaque mariage a ses secrets, mais rien ne m'a préparé à cela. Mon nom est Amélie, et voici mon histoire inhabituelle. C'était un jeudi soir d'août. J'étais blottie sur le canapé avec mon chat, Whiskers, absorbé par le dernier épisode de mon drame policier préféré. L'appartement était faiblement éclairé, avec la lueur orange de la télévision projetant des ombres sur les murs. Le bourdonnement étouffé de la ville à l'extérieur ne faisait qu'ajouter à l'ambiance confortable. Mais cette ambiance a été brisée quand je l'ai entendu. Le téléphone de mon mari Romain qui vibrait sur le comptoir de la cuisine. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge à 2h30 du matin. Qui appelle à cette heure-ci, me suis-je demandé. Les poils de ma nuque se sont dressés. Romain était sous la douche, probablement inconscient de l'appel. La curiosité a eu le dessus sur moi. Je me suis approché, et l'écran affichait là, appelant inconnu. Je l'ai ignoré, et suis retourné sur le canapé, mais le sentiment persistait. Au cours des prochaines semaines, ces appels tardifs sont devenus de plus en plus fréquents. À chaque fois, Romain jetait un coup d'œil à son téléphone, son visage impénétrable, et sortait de la pièce pour prendre l'appel. Chaque fois que je demandais qui c'était, il disait « Oh, juste une vieille amie qui prend des nouvelles. » Mais il y avait quelque chose de bizarre dans son comportement. L'homme confiant et décontracté que je connaissais semblait avoir été remplacé par quelqu'un de nerveux, presque secret. Je l'ai senti, se nous dérangeant dans mon estomac. La suspicion a commencé à s'insinuer. Un matin, alors que je me préparais pour le travail, j'ai trouvé un petit mot dans la poche de sa veste. « Retrouve-moi au parc 20h. » Pas de nom, pas d'explication. Je dois savoir, me suis-je dit, l'anxiété et la détermination se disputant en moi. Je décidai de prendre les choses en main, la vengeance pas encore. Mais s'il jouait à des jeux, j'étais prête à les jouer 10 fois plus. C'était risqué, mais je savais que j'avais besoin de preuves. Alors j'ai emprunté un enregistreur vocal à un ami doué en technologie, et je l'ai caché sous notre lit. Days went by and finally on a rainy Tuesday evening the recorder caught something. His voice, sounding almost desperate, I can't keep doing this. It's not right. She's my wife. She doesn't deserve this. A cold and unfamiliar voice responded, "You owe me, remember? You either continue, or things will get ugly." My heart pounded, blood rushing to my ears. Who was this woman? What did Romain owe her? So many questions swirled in my head. Revenge wasn't just a fleeting thought now. It was turning into a burning need. I was ready to turn the tables on whoever was trying to ruin my marriage. But first I needed a plan. The need for answers was overwhelming. Every second that passed was torture. Not knowing what secret my husband was keeping, not knowing who this mysterious woman was. My once peaceful home now felt like a ticking time bomb. I had to act. I need allies, I thought, turning to my close circle of friends Juliet and Matthew. They'd stood by me through thick and thin, and I trusted them implicitly. I played the recording to them, and their reactions mirrored my own shock and anger. Ever the planner said with a steely look, "We're gonna find out who this woman is and what she wants." The tech guru of our trio suggested we trace the unknown calls. A few clicks and codes later, we had a lead. The calls originated from a tiny coffee shop downtown, known for its quiet corners and private booths. Dressed in inconspicuous clothing, the three of us decided to stake out the cafe. Hours passed with no sign of the mysterious woman. Just when I was about to give up, she walked in. Her raven black hair, red lips, and striking green eyes made her stand out instantly. She seemed to be waiting for someone, nervously glancing at her phone. Suddenly the door swung open again. My heart skipped a beat. It was Romain. Their conversation was hushed, but the tension between them was palpable.
I needed to hear their conversation. Thinking on my feet, I took out my phone, dialed the cafe's number, and informed them of a fake gas leak. Panic ensued and everyone evacuated, including Romain and the mystery woman. As they stepped out, pretending to be a panicked patron, accidentally spilled her coffee on the woman, while I quickly slipped another voice recorder into Romain's coat pocket. As we regrouped at Juliet's apartment later, we anxiously played back the recording. She's getting suspicious, he whispered. You think I care? You know what you have to do, she retorted. Romain's voice trembled. This isn't about money anymore, is it? It's about control. She laughed, a chilling sound. You're in no position to question me. I sat there, my emotions a whirlwind of anger, sadness, and betrayal, but underlying all of it was a burning determination. I needed to confront Romain, but not before I found out who this woman truly was, and what she wanted. As the evening turned into night, Matthew made a startling discovery. The woman, it turns out, was Clara, a name that took me back to our college days. Clara was Romain's ex-girlfriend, known for her manipulative tendencies and vengeful streaks, but why was she back? And what hold did she have over Romain? I decided then and there that Clara had picked the wrong woman to mess with. Revenge wasn't just an idea, it was a plan in motion. That night my mind was abuzz with memories of Clara. The extravagant parties she'd throw, the trail of broken hearts she'd left, and the rumors of her involvement in some shady dealings. I thought she'd disappeared from our lives for good, I mused aloud. Juliet squeezed my hand. We'll get through this, no matter what she's planning. The next morning, we were back at the coffee shop. Our mission to uncover Clara's current life. Matthew, with his penchant for all things tech, had hacked into Clara's social media accounts. As we scrolled through her pictures, one caught my eye. Clara at a high-end casino, surrounded by well-known criminals. That's it, Matthew whispered, pointing to a man beside Clara. That's Dmitry Voronov, one of the most feared mobsters in the city. The pieces of the puzzle started falling into place. Clara was in deep with some seriously dangerous people. But how did Romain fit into all of this? My determination to find answers took us to the Casanova. It was opulent, with gold trimmings, chandeliers, and an atmosphere charged with anticipation. Clara was there, seated at a high-stakes poker table with Voronov. I came prepared with a wig and a change of clothes, making myself unrecognizable. Taking a deep breath, I approached the poker table and asked for a game. To my surprise, Clara didn't recognize me. Alors que le jeu avançait, je pouvais sentir la frustration de Clara monter. Gagner, elle n'aimait pas ça. But, prenant un risque, je me suis penchée et j'ai chuchoté. Tu es peut-être habitué à avoir le contrôle, mais pas ce soir. Les yeux de Clara se sont écarquillés, mais avant qu'elle ne puisse réagir, j'ai sorti une enveloppe. Elle contenait des photos d'elle avec Voronov, preuve de leurs affaires illicites. Qu'est-ce que tu veux? A-t-elle sifflé. Je veux que tu laisses mon mari tranquille, ai-je déclaré. Elle a ri, tu penses que c'est à propos de Romain? C'est plus grand que votre petite histoire d'amour. J'avais maintenant toute son attention. Dis-moi tout, ou je les donne à la police. Elle a soupiré, vaincue. Très bien. Romain me doit de l'argent. Il y a des années, je l'ai aidé financièrement et maintenant j'ai besoin qu'il paie. On avait mon assurance. Mais crois-moi, une fois que j'aurai ce que je veux, Romain sera libre. J'étais surprise. C'est à propos d'argent. Combien doit-il, ai-je demandé? 50 000 $, a-t-elle répondu. Mathieu, qui écoutait, a interrompu. On dirait que tu passes une mauvaise soirée, Clara. Et si on faisait un marché? Et juste comme ça, nous avions un plan, mais un jeu de poker où les enjeux étaient élevés, et l'issue pouvait tout changer. Au fur et à mesure que la soirée avançait, notre partie de poker à enjeux élevés attirait une foule. Clara, avec ses yeux perçants et son esprit vif, était connue comme une force à ne pas sous-estimer au casino. Mais ce soir, elle avait l'air secouée. Chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil dans ma direction, sa confiance semblait s'effriter. Je me suis demandé, est-ce à propos de l'argent ou y a-t-il autre chose? La tension est-elle palpe? Tu joues avec le feu, a chuchoté Clara menaçante pendant une pause. J'ai répondu, parfois le feu est le seul moyen de purifier. Mathieu, toujours le génie de la technologie, avait mis en place un live stream discret du jeu. Des milliers de personnes le regardaient maintenant en ligne,
captivé par le drame qui se déroulait. Il avait également mis en place une collecte de fonds, la présentant comme le jeu pour sauver un mariage. Les dons ont commencé à affluer. Au fil des heures, le pot grossissait de plus en plus. Clara perdait, et elle le savait. La pression croissante l'a rendue négligente. Enfin, dans une dernière main dramatique, j'ai gagné. C'était une question. Je parle contre. Je pouvais voir la défaite dans les yeux de Clara, et pendant un bref instant, j'ai eu de la peine pour elle. Mais ensuite, je me dis toute la douleur et du chaos qu'elle avait apporté dans ma vie. Juliette s'est glissée à côté de moi, ses yeux brillants. Tu l'as fait. Je l'ai serré fort dans mes bras. Nous l'avons fait. Nous avions largement assez pour rembourser la dette de Romain, avec une somme importante en plus. J'ai décidé de la donner à une association soutenant les victimes d'arnaque. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Avant de l'effet, nous ne savions pas que Voronov n'allait pas laisser les choses se passer si facilement. Deux jours plus tard, une voiture noire s'est arrêtée à côté de moi. La vitre s'est baissée, révélant les yeux froids et durs de Voronov. Tu as peut-être gagné la partie, a-t-il sifflé, mais tu n'as pas gagné la guerre. Un frisson m'a parcouru l'échine. Je n'avais aucun doute qu'il était sérieux. Je te suggère de rembourser chaque centime, a-t-il continué, sinon ton cher mari en paiera le prix. J'étais stupéfaite. Cela avait dépassé le simple problème d'une dette. C'était personnel et Voronov était en quête de vengeance. Cette nuit-là, mon esprit s'est emballé alors que je réfléchissais à nos options. Aller à la police semblait être le choix évident, mais serait-il capable de nous protéger contre quelqu'un d'aussi puissant et bien connecté que Voronov? Dans quel pétrin Romain nous avait-il mis? Alors que je me couchais, un plan a commencé à se former dans ma tête. Si nous voulions sortir de cette situation, nous devions être stratégiques et utiliser l'élément de surprise. J'ai une idée, me suis-je dit, les yeux déterminés. Les souvenirs des yeux suppliants de Romain, quand je l'avais trouvé ligoté et bâillonné dans ce sordide sous-sol, ont défilé dans ma tête. Je courais à l'adrénaline pure, pendant que Clara et moi nous dirigions vers la table de poker à enjeu élevé. Les sbires de Voronov gardaient un œil sur nous, s'assurant que nous ne tentions pas de fuir ou de faire quelque chose de malin. La salle était enfumée, et une tension sous-jacente planait lourdement dans l'air. Des hommes âgés aux yeux perçants, et des plus jeunes, aux costumes encore plus élégants, entouraient la table. Le lustre au-dessus de nos têtes projetait des ombres qui donnaient l'impression que nous faisions tous partie d'une peinture grotesque. Elle est juste une amie, les mots de Romain résonnaient dans ma tête. Il semblait surréaliste que tout ce chaos soit né d'une femme qui était censée être juste une amie. Bienvenue à la table, Madame Romain, a raillé Voronov, vêtu d'un horrible costume doré qui criait mafieux. Les enjeux? Enough money to clear Romain's debts and my husband's life. Clara, who had grown up in underground poker circuits, had taught me a thing or two over the past few days. But nothing can truly prepare you for a game where your husband's life is on the line. Chips were tossed, cards were dealt, eyes darted. You got this, I whispered to myself, trying to calm my racing heart. 2 hours felt like 2 lifetimes. Bluffs were called, hands were lost, and the pile of chips in front of me, slowly but surely, began to grow. With every hand won, Voronov's smile faded just a smidge, replaced by a mounting fury. Clara sent me silent nods of encouragement from the sidelines. The final hand arrived. I had a pair of queens. Betting went around the table and Voronov raised the stakes, trying to intimidate me into folding. The final hand arrived. I had a pair of queens. Betting went around the table. Voronov raised the stakes, trying to intimidate me into folding, but I saw the briefest flash of doubt in his eyes. He was bluffing. I pushed all my chips to the center of the table. All in. The room was silent. Voronov sneered. You think you can beat me with a mere pair of queens? He laid out his cards, a pair of tens. The room erupted in gasps and mumbled conversations. The stack of money in the middle of the table was pushed towards me. Voronov, furious and embarrassed, stormed out with a trail of goons behind him. Claire and I rushed back to the basement. With the debts cleared, Romain was released,
albeit with a few bruises. As we drove back home, the weight of what had transpired began to sink in. Romain sobbed, apologizing for the mess he had dragged us into. And Clara, the mysterious woman who was supposedly just a friend, turned out to be his savior and mine. It was she who had tipped off Romain about Voronov's tricks at poker, leading to his debt in the first place. It was a ploy to get back at Voronov for a personal vendetta, but she hadn't anticipated things to escalate this far. Romain and I needed time to rebuild, to find trust again. And while Clara's actions had indirectly put us in danger, she was also the reason we got out of it. We parted on amicable terms, with her heading back to the poker circuit, hoping to use the winnings to bring down more corrupt players, like Voronov. Life slowly returned to its mundane rhythm, but with a newfound appreciation for the ordinary moments. Late-night calls were replaced by late-night cuddles, and I couldn't have been happier. The end of this chapter, however, was just the beginning of another. Romain and I started attending therapy, both as a couple and individually. We opened a small cafe, using the winnings as seed money, naming it Clara's, as a nod to the woman who changed our lives in more ways than one. As for Voronov, rumors say he left the country, his reputation tarnished, but every so often, I can't help but glance over my shoulder, just in case. After all, in a game of high stakes, you can never be too careful. Romain et moi avons commencé à suivre une thérapie à la fois en couple et individuellement. Nous avons ouvert un petit café, en utilisant les gains comme capital de départ en le nommant Clara's, en hommage à la femme qui a changé nos vies de bien des façons. Quant à Voronov, les rumeurs disent qu'il a quitté le pays, sa réputation ternie, mais de temps en temps je ne peux m'empêcher de jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule, juste au cas où. Après tout, dans un jeu à enjeu élevé, on ne peut jamais être trop prudent.